Avec notre invité de ce matin, hein, mon cher Roby, qui n'est autre que Alpha Bakar Bah. Hein? Il est avec nous. Bonjour, mon cher ami. Bonjour, mon cher ami. Bonjour à tous les amis ici. Ah, ça fait longtemps, hein? Ouais. Et oui, c'est vrai, pour ce studio mythique, je dirais 2 ans et demi. 2 ans et demi, ouais. Un très grand ami du studio du temps de l'UFDG. Le 9 mars. Sauf entre que, autres, oui, oui. et autres, sauf Ouais. qu'on n'est plus dans... C'est ici d'ailleurs, il avait annoncé à l'époque qu'il allait mettre en parenthèse Exactement. ouais, tout ce qui est politique depuis ce jour. Hein, voilà. Il a quitté le studio. Alors, vous êtes le directeur... On va parler politique un petit peu, mon cher ami. Roby Je d'abord. voulais d'abord qu'il nous présente sa direction, Lamine, parce que il me semblerait que c'est une nouvelle direction pour la compréhension du Guinéen. De quoi s'agit-il de votre direction? C'est un pan du ministère de l'administration du territoire ou du ministère de l'urbanisme? Merci, chers amis, pour cette invitation. C'est toujours avec un grand plaisir que je viens ici, dans ce studio mythique. Vous n'avez pas remarqué qu'il a clairci un peu, il a un peu grossi. C'était déjà clair. Madame. Il a clairci davantage. Mais il n'est plus en train de jeter les cailloux, Madame, il n'est plus dans les marches. Quand j'ai vu la photo dans le groupe, j'ai dit bah c'est qui? C'est Après, lui. j'ai zoomé, je l'ai Kokan reconnu. Kotigiri. Madame So, C'est lui, mais il n'est plus sur les capots des C'est l'effet véhicules. de ce que je vous avais annoncé ici le Donc- 9 mars 2021. Donc ça en dit long sur la vie dans les D'aller partis travailler. politiques, hein, madame. Voilà. C'est l'effet que ça fait d'être libre, de Oui, travailler c'est vrai que vous l'avez et d'être indépendant et de faire son s'occuper de chemin. soi. Donc voilà. Alors, merci donc de m'avoir invité. L'Agence nationale de rénovation urbaine, c'est un nouveau concept. Il a été créé en 2014 sous le conseil de Jean-Louis Borloo. 2014. 2014. Ah, ok. Jean-Louis Borloo de France, Ouais. qui en avait créé la même agence en France en 2004 et qui avait vraiment réussi à moderniser les quartiers, à sortir de ces grands HLM et à faire des quartiers qu'on appelle les éco-quartiers. Il est venu conseiller son ami. Ils ont créé la boîte, mais la boîte n'a jamais existé, la boîte n'a jamais fonctionné. Il y a eu un directeur général adjoint qui a été nommé, Feu Madjoubari, qui est décédé 6 mois après. Il y a eu un directeur général adjoint qui a été nommé Docteur Konaté, qui est là encore, que je salue. Mais après, malgré tous les efforts de ce dernier, il n'a même pas eu un assistant. Jusqu'en 2022. En mars 2022, le 23 précisément, le colonel Mamadi Doumbouya nous a fait confiance, Madame la directrice générale Fatoumata Kamara et moi, pour conduire les destinées de cette agence qui donc pratiquement était toute nouvelle. L'Agence nationale de rénovation Dans son urbaine, fonctionnement. c'est une agence sous la tutelle technique du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat, de l'Aménagement du Territoire, auquel on a rajouté la récupération des domaines spoliés de l'État, disons la récupération et la valorisation. On en parlera tout à l'heure. D'accord. Mais alors, c'est Et donc, quoi les missions de votre agence? La mission, c'est la réqualification durable des zones urbaines. C'est-à-dire, nous avons des quartiers qui sont précaires, qui se sont installés d'une façon anarchique et naturelle dans tout le pays, dans le centre urbain. Notez que à chaque fois je dis urbain, ce n'est pas périurbain, c'est vraiment dans les centres. Ces quartiers qui sont précaires, dépourvus de tout équipement et de toute commodité, nous sommes à l'Agence nationale de rénovation urbaine chargée. Vous avez affaire hein, quand même, vous le savez ça. De les restructurer, Ouais, ouais. de les renouveler, Ouais. de les moderniser. Ouais. L'Agence nationale, ce n'est pas une agence qui travaille pour du court terme, Ouais. mais vraiment du moyen et long terme. Ouais. Nous avons des taudis et des bidonvilles dans tous nos centres urbains. Lorsque Ouais. je prends simplement Kaloum, dans tous les quartiers, lorsque vous regardez les quartiers, les centres de ces quartiers, ils répondent tous aux critères de ce qu'on appelle taudis et bidonvilles. Ces taudis et bidonvilles, nous sommes responsables d'un programme qui s'appelle le programme national de résorption des taudis et bidonvilles. Il y a... Ce programme existe?
Oui, nous sommes en train de travailler sur ce programme. Ah, d'accord, il n'est pas encore là. Il n'existe pas. Il n'existe pas pour nous sommes en train de travailler sur... Mais alors, vous avez du chemin parce que, excusez-moi de vous interrompre, mais rénovation urbaine, parce qu'on le dit le plus souvent chez nous, les populations sont en avance par rapport à l'État. Exactement. Des gens ont acquis des domaines, ils sont venus peut-être s'installer de façon anarchique. Comment vous allez vous y prendre pour ne pas qu'il y ait des casses, pour ne pas que des gens on va revenir thème par thème pour que nos auditeurs nous comprennent. Il y a, après les taudis et les bidonvilles, il y a la rénovation de tout ce qui est ancienne cité de l'État. Comme vous le savez, dans nos préfectures, nous avons tous vécu, ceux qui ont vécu à l'intérieur, ont vécu avec des enfants, des autres qui sont à la cité. Ces cités-là existent encore? Ces cités anciennes sont dépassées, elles ont vécu. Nous avons fait une mission, j'ai fait le tour du pays avec madame la directrice et nos techniciens. Dans toutes ces cités, moins de 20% de ces bâtiments sont habités et dans quelles conditions? La décision radicale... Vous êtes dans le constat en fait. Moi j'ai envie de savoir, depuis que vous êtes là, qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est bien beau de faire le constat, ça on le sait mon cher ami. C'est quand même important. On le sait Mohamed, on le sait. Il nous enseigne rien là, ça on le sait, on le sait très bien. Oui, allez-y. Monsieur Guirassy, oui, nous ne pouvons pas venir pour un programme aussi long-termiste et exécuter quelque chose tout de suite si nous voulons être au sérieux. Nous, l'Agence nationale... Vous êtes là depuis combien de temps, monsieur? Nous sommes là depuis mars, j'ai dit mars 2022. Et je vais vous dire ce que nous avons fait jusqu'ici. Et vous me laisserez continuer allez-y, mais s'il faut faire le constat... Pour ces cités, ce que nous avons fait pour ces cités, par exemple, parce que c'était urgent, nous avons pris la décision que nous avons fait passer au niveau du conseil de cabinet qui a été approuvé par notre ministre, c'est de reconstruire ces cités. Quelles cités? Ces anciennes cités. Et la reconstruction, c'est de démolir l'existant, parce que ça ne répond plus à rien, et de reconstruire là-dessus et faire des constructions en hauteur pour avoir beaucoup plus de logements. Vous allez voir dans ces centres urbains, nous avons 4 hectares, 5 hectares où nous avons des petites maisonnettes de 2 chambres, salons éparpillées, et donc le foncier est très mal utilisé. Nous avons décidé donc de construire dans chaque préfecture, pour l'instant, la première phase, c'est 10 cités, c'est au niveau des capitales régionales, plus Sigiri, Guékédou et Fourekaria. Et le cas particulier de Conakry. Et ça, les travaux on part aujourd'hui à Coronti ou à, je sais pas moi. On part à la cité de ben oui. Mais Coronti, la Sigue, cité Sangoya, justement, cité des médecins. C'est catastrophique. D'abord, on a des avec ce dont vous venez de parler, les capitales régionales. Les capitales régionales, les projets, les études ont été faites. L'APS sommaire et les études détaillées, les devis et tout, et la direction, au niveau de la Direction nationale des investissements, le projet est en cours de validation et à partir de janvier 2024, la construction de ces 10 cités. Attention, janvier 2024. Je vous donne rendez-vous. Bien. On va enregistrer ça et vous allez voir un peu de quoi on est capable. 2024, nous allons démarrer ces constructions-là. Les grandes gueules. Vous avez déjà le budget pour ça? Je vous ai parlé tout à l'heure de la Direction nationale des investissements publics qui est en train de valider ce projet et nous voulions commencer par juste les capitales régionales. Le président a insisté sur le cas de Guékédou par exemple, qui, vous savez l'histoire de Guékédou, il n'y a pas eu de travail là-bas depuis 2000, il y a eu toujours des paroles. Le président a dit à chaque fois qu'il y a un projet d'infrastructure, d'intégrer automatiquement la ville de Guékédou. Et c'est ce qui fait que la ville de Guékédou aura au moins 24 appartements sur 4 immeubles de R+3. La question de Mme Yorosted, ça va par rapport au budget. Le budget, c'est vous partagez vous n'êtes pas clair là-dessus. Cette première phase, le budget est acquis. C'est pour cela que je vous ai parlé du processus de validation au niveau de la Direction nationale des investissements publics. En janvier 2024 déjà, vous commencez, c'est bien cela mon cher ami. Combien par cité, par taille? Pour l'instant, sur le BND. Ça va nous Et c'est pour cette raison que je réponds. Lorsque vous parlez de cité médecins, cité journalistes, cité ici, douane, cité police, cité Sénaoui, non, douane et police. Ça, ce n'est plus d'actualité. Vous savez que la cité douane est à la disposition de Adoua. Vous avez donné ça a été donné par M. Alpha Condé et c'est en train d'être valorisé. Toutes ces autres cités, l'État n'a pas les moyens
de construire ces cités et nous ne voulons pas construire. Mais finalement, écoutez, il n'y a pas un plan de recasement donc pour les douaniers. Vous vous dites, bon, c'est donné, on ne revient plus dessus. Écoutez, ce qui s'est passé avec le régime de M. Alpha Condé, nous avons trouvé la cité douane. Adoua avait déjà construit, Adoua avait déjà commencé à vendre. Donc la logique, ça veut dire l'État c'est une continuité. Ça veut dire que cette question avait été réglée par le régime précédent. Nous continuons donc à faire d'autres choses. Pour revenir, par exemple... Mais puisque c'est une... Pardon, j'ai versé le café. Pour revenir... Mais puisque c'est une appart... Wow. Oui. Oui, mais alors, vous allez nous aider là, vous vouliez parler de la cité douane. Nous, honnêtement, non, c'est pas une expropriation. Honnêtement, moi, j'ai pas travaillé sur la cité douane parce que le cas était déjà réglé. Il y a beaucoup d'urgence. Vous venez de le dire. Il y a tout est urgent au niveau de ces anciennes cités. Donc, c'est l'une de nos prérogatives. Donc, pour l'instant, l'action concrète que nous allons mener et qui est budgétisée, tout est prêt, c'est la première phase du programme national de reconstruction des cités administratives à l'intérieur du pays. C'est que nous faisons en collaboration avec le patrimoine bâti public qui va évidemment gérer ces bâtiments après la reconstruction. Il y a la cité de Kamayen pour Conakry. Bien. Alpha Bakar Ba, il faut le rappeler, un DGA de l'agence de rénovation urbaine. Il est notre invité ce matin chez les Grandes Gueules. Allez-y. Là où vous êtes limité, la cité Kamayen, on a vu qu'il y a eu démolition. Oui. On a même encerclé. Finalement, le projet, il n'y a pas eu de communication autour. Qu'est-ce qui va être fait sur place et ça démarre quand? Je vais vous satisfaire. La cité Kamayen la décision a été prise de démolir l'ancienne cité Kamayen parce que, comme toutes les autres cités, elle ne répondait plus aux exigences de la qualité de vie et de travail que nous voulons pour les populations. Elle a été démolie et l'Agence nationale de rénovation urbaine porte actuellement, au nom du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, un projet ambitieux. Nous avons fait les études, parce que c'est depuis janvier que ça a été démoli. Un projet de cette envergure ne peut pas se faire en 2-3 mois. Donc il y a eu des études qui ont été faites. L'APS, l'APD, et nous sommes sur le dossier d'appel d'offres. Parce que on en parle tous les jours. Oui. Marché de gré à gré, marché de gré à gré. Exact. Le ministère a décidé qu'on fasse un dossier d'appel d'offres. Nous sommes là-dessus. Il sera ouvert? Oui, bien sûr, vous l'aurez. Vous l'aurez ici. Donc, sur cette cité Kamayen, il y a un projet qui est prêt, qui a été présenté au cabinet, qui a été présenté au niveau du Conseil des ministres, qui a été présenté au CNRD. Nous avons fait des réunions pour les orientations stratégiques. Qu'est-ce qu'on veut faire de là-bas? Finalement, ça a été décidé que c'est une cité multifonctionnelle qui va allier résidence, qui va allier le professionnalisme, donc les bureaux, et puis il y aura donc 756 appartements, 19 immeubles de R+11, soit 756 appartements, 62, 24 bureaux et 62 commerces. Sur cette question, avant de passer, donc le projet est prêt et nous attendons la validation de tout ça. Nous allons publier le dossier d'appel d'offres et le processus va mais tout ça, démarrer. Il y a une question essentielle à tout ça. Pas de mélange de genres parce que vous parlez de résidence, vous parlez de bureau, mais vous parlez aussi de commerce. Oui. C'est comme ça dans toutes les villes modernes de notre pays. Et nous voulons faire de Kamayen justement un projet pilote de modernisation de nos villes. Parce que nous ne pouvons pas continuer. Kamayen, c'est dans presque kilomètre zéro de Kadou. Bien sûr. En fait, moi, ce qui m'inquiète un petit peu, moi j'ai envie quand même de comprendre. Capitale. Donc il faut en faire quelque chose de gigantesque, d'ambitieux, pour qu'on puisse se dire dorénavant, on ne peut plus continuer à faire n'importe quoi dans nos villes.
Monsieur Ba, on a vu même quelques maquettes et tout. Je me rappelle récemment, je rigolais. Je peux vous assurer que la maquette laissez-lui poser la question, monsieur Ba, réalisée là-bas n'est pas encore sortie des bureaux. D'accord. Celle qui était là, c'était qui? Au moment où on cassait, il y avait des maquettes qui circulaient. Moi, je me rappelle avoir dans une boutade dit au DG du patrimoine bâti public, j'ai dit, mais si c'est pour me construire ce que je vois là, j'ai dit, venez raser ma maison. Et ça, on en a tous les deux beaucoup ri. Mais ce que je veux dire, c'est très ambitieux tout ce que vous nous annoncez là. Et j'avoue qu'en tant que Guinéen, je salive d'avance. J'ai vraiment envie de voir cela. Mais ça nécessite des fonds. Bien sûr. Ça nécessite des finances. Bien sûr. Et c'est vraiment pas de l'ordre des obol que des partenaires nous donnent. Alors, d'abord, comment est-ce que le montage financier est opéré? Et quelle va être peut-être la participation, pourquoi pas, de privés guinéens? Mais comment tout ça s'est structuré sur le plan financier? Parce que construire ces cités-là, c'est pas de l'ordre de 10 millions de dollars. C'est très peu par rapport à ce qui est... Oui, mais c'est pourquoi je dis que c'est pas de l'ordre de petits montants comme 10 millions de dollars. J'ai compris. Voilà. Alors, je vais vous répondre. Des projets d'envergure comme ça, je parlais tout à l'heure de la cité Sénawi, de journalistes, de la cité médecins et tout. Ces cités vont toutes être dans la catégorie de la cité Kamaen, des cités multifonctionnelles. Pour qu'on y réside, qu'on y travaille et qu'on y vive. Ces cités coûtent extrêmement cher. Et c'est pour ça que l'État n'a pas les moyens, et c'est dans tous les pays aujourd'hui, l'État n'a pas les moyens de s'occuper de ça et de financer cela. Nous avons d'autres alternatives, d'autres demandes de financement ailleurs. Ce qui va se passer là-bas, c'est les partenariats publics-privés qui va se faire là-bas, et les discussions sont en cours. Nous allons mettre tout ça dans le dossier d'appel d'offres et nous allons le publier et tout le monde va souscrire. C'est pour cette raison que je ne peux pas m'aventurer aujourd'hui à dire quelles sont les conditions et tout ça, parce que c'est un dossier d'appel d'offres qui va le déterminer et publier, et à partir de là, sous scellé, les uns et les autres vont postuler, et une commission qui sera mise en place à cet effet choisira le bon candidat, le mieux disant. Oui, mais quand on regarde votre institution sœur, comment elle s'appelle déjà, l'agence qui gère notamment les logements sociaux, notamment à côté de nous ici, à Laguifil, ils sont dans un programme déjà très avancé avec des structures africaines d'ailleurs, donc qui vont quand même arriver sur le projet. Est-ce que chez vous, au-delà du PPP, je veux dire intramuros, est-ce qu'à l'échelle internationale, vous avez aujourd'hui des grands groupes qui arrivent, financiers, qui sont prêts quand même, qui se disent on peut avoir confiance aux Guinéens et on peut aller mettre quand même notre argent là-bas? Nous travaillons avec 3 structures internationales, institutions internationales, d'autres arrivent. D'abord, il faut parler de Shelter Afrique. Shelter Afrique, c'est l'organisation internationale qui s'occupe de tout ce qui est construction de maisons abordables. Ils étaient là tout récemment, le directeur général était là tout récemment, et nous sommes allés personnellement à Nairobi pour discuter de tout ça. Ils sont venus ici et nous sommes en train de mettre en place une plateforme de collaboration entre le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat et Shelter Afrique pour nous accompagner techniquement et financièrement, notamment dans la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre de nos projets et programmes. Il y a aussi le FSA, le Fonds de solidarité africaine, qui est une institution panafricaine qui se spécialise dans les garanties souveraines au nom de l'État. Ils ont signé ici, je fais partie du comité technique qui a rédigé tout ça. Ils ont signé donc un contrat, enfin un partenariat avec la Guinée, et nous en rue, Agence nationale de rénovation urbaine, en compagnie de nos amis, de nos collègues de Laguifil, nous nous sommes rendus à Niamey, à leur siège, pour signer des conventions spécifiques d'accompagnement des promoteurs privés qui sont là et qui ont des difficultés à accéder à des garanties financières, souvent pour leur permettre de mobiliser, de lever les fonds. FSA se porte garant pour que les promoteurs privés guinéens et africains qui le voudront
puisse lever des fonds avec une garantie souveraine derrière. Voilà, monsieur, on va revenir dans un instant parce que la télé va décrocher. Malheureusement, on va revenir. Ben voilà, on va décrocher évidemment. Allez, on revient à 11h. Merci à vous qui nous rejoignez sur Espace TV tous les matins, mesdames et messieurs. Vous nous écoutez également aussi sur Suite FM Guinée. On en parle dans un instant avec notre invité évidemment, qui n'est autre que le DGA de l'Agence de rénovation urbaine, Alpha Bakar Ba. Il est avec nous ce matin dans cette émission. Elle nous a rejoint, elle, c'est Alciatou Sané. Elle va faire écho évidemment de vos propos sur les réseaux. Bonjour Sané. Bonjour Lamine et bonjour à tous. Alors nous partons d'ailleurs sur le 657 39 13 13. Les enseignants contractuels doivent accepter le concours d'intégration s'ils sont à la hauteur des attentes. Et c'est Fanli Philo Camara qui nous envoie ce message. Bonjour les grandes gueules, c'est Djibril Souma depuis Koyawan qui font Carrefour. La situation à Bofa est vraiment déplorable. Il est difficile de rester dans une telle obscurité pour une ville minière comme Bofa. Il faudrait que l'État se bouge de ce côté. Bonjour les grandes gueules, je crois que Ruby a raison cette fois. L'État ne doit pas attendre des soulèvements pour agir. Gouverner, c'est prévenir. Et Cyprien depuis Conakry. Ce gouvernement ne fait que des deals et il nous parle de refondation. C'est Steve depuis Kissidougou qui nous fait parvenir cette réaction. Bonjour les GG, le directeur des GG est un voleur. Il nous a présenté 4 transformateurs qui ont coûté 5 millions de dollars pendant qu'un transformateur avec la même capacité coûte 100 000 dollars l'unité. C'est juste de la corruption et c'est ça la vérité. C'est Ba Mamadou depuis New York qui nous fait parvenir ce message. Bonjour Lamine et bonjour à toute l'équipe des Grandes Gueules. Je suis Kanda Kourma depuis Kindia. Lamine avec plus de 1300 cours d'eau, dont 3 des 5 fleuves les plus importants d'Afrique occidentale. Fleuve Niger, fleuve Sénégal et le fleuve Gambie. Toujours la population manque d'électricité. Les citoyens de Bofa sont dans leur plein droit, même si je ne cautionne pas la violence, mais la manifestation est un droit pour tous les Guinéens. Nous dit-il dans ce message. Nous continuons avec cette autre réaction qui dit bonjour les GG. Pour le cas de Bofa, c'est très pitoyable, une ville abandonnée à elle-même depuis que le pont a dévié la ville. L'État doit revoir la situation de Bofa, surtout administrativement, vu que le préfet, le sous-préfet, le maire sont en attente de redevance des sociétés minières de la place et ne proposent rien comme solution pour faire sortir cette ville de la précarité. Signé le Marseillais. Bonjour les GG, vous dites que la cité kamayenne D'accord, votre invité dit que la cité kamayenne ne répond plus aux normes, mais la cité Sigmadina, qu'en est-il de la cité Sigmadina? Je pense qu'on va adresser directement la question à notre invité. Monsieur Barbara, vous pouvez répondre directement à les auditeurs qui interagissent. Oui, alors pour la cité Sigmadina, il y a un projet qui a été prévu. Il y a eu une étude qui a été faite par un cabinet néerlandais. C'est belge et néerlandais. L'étude a été faite au niveau APS et il y a un protocole d'entente qui a été signé avec un partenaire privé qui continue les études approfondies, notamment les études de sol, et le processus va continuer. Actuellement, le dossier se trouve au niveau de l'unité PPP du ministère des Finances pour justement concernant la cité Sigmadina dans sa partie, parce que la cité Sigmadina est très complexe. On nous a dit beaucoup de choses au sujet de cette cité pour dire que l'État, c'est pour l'État presque tout le quartier. Non, il y a une partie vers l'autoroute il y a des maisons qui ont été construites pour les ouvriers. C'est cette petite languette à partir de l'école de Madina jusqu'au sommet là-bas qui appartient exclusivement à l'État. Tous les autres secteurs, il y a des maisons qui appartiennent à l'État mais qui sont incrustées entre des maisons qui appartiennent aux particuliers. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, au niveau de cette cité Sigmadina, il y avait des contrats de location-vente. Il y a des familles qui ont épongé leurs dettes, donc qui sont en propriété directe dans ces concessions-là. S'il faut agir, lorsqu'il faudra agir
dans ces secteurs-là, il faut trouver des solutions avec des propriétaires privés parce qu'ils ont le droit sur leur propriété. Et c'est toute cette étude-là que nous sommes en train de mener pour ne pas faire du tort à certaines populations parce que simplement nous voulons récupérer des domaines qui, souvent, avec la commune renommée, à chaque fois on dit toute la cité appartient. Non, ce n'est pas toute la cité. Et donc nous sommes en train de faire ça et le partenaire privé est en train de travailler dessus. Nous suivons ça de très près. D'accord, merci pour la réaction. Peut-être un dernier message bienveillant qui dit bonjour la team GG. C'est Monsieur Diallo de Puratoma. J'avoue que vous êtes des rares personnes à me faire sourire le matin. Courage à vous et toute ma sympathie à Ruby. On s'arrête là-dessus l'année. Merci beaucoup aux auditeurs de voter pour notre invité. Alors vous avez la possibilité de voter pour ou contre le chroniqueur que vous trouvez insensé dans les analyses, qui est passé à côté de vos attentes. Donc envoyez le nom du chroniqueur ou de l'invité, pourquoi pas, au 657 39 13 13 ou encore avec le hashtag Espace IGG. Et vous avez également la possibilité de voter à travers un sondage sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, sur Facebook, mais également sur Twitter. Et à la fin, on reviendra pour vous donner le résultat de vos votes. Voilà, c'est ça, la démocratie. Comment ? Ne concerne pas, c'est pas l'appartenance ou non de quelqu'un pour ses opinions. C'est sur le contenu du débat, n'est-ce pas ? Évidemment, forcément, évidemment. C'est oui, c'est ça. C'est le contenu du débat, monsieur Ba. Quand même. On va pas au-delà, rien que sur le contenu du débat. Le contenu du débat. Est-ce que vous avez été convaincant ? C'est la question que nous posons aux auditeurs, aux internautes évidemment, et aux auditeurs ce matin. C'est cela. Allez, merci beaucoup Sané. Merci. Voilà, Sané, on l'aime bien ici, parce que quand elle vient, c'est toujours avec des bonnes ou des mauvaises nouvelles, évidemment, parce qu'il y a des perdants et comme il y a des gagnants. Allez, l'émission continue dans un instant. Radio Espace Guinée. Depuis 10 ans d'existence, Radio Espace Guinée s'est faite connaître par ses informations originales, inédites ou exclusives. Mais ce qui ne se sait pas encore assez, c'est que cette radio sans équivalent, totalement indépendante, est aussi une exception économique dans la presse guinéenne. Radio Espace Guinée, la radio au cœur de la Guinée profonde. Les GG continuent sur Radio Espace avec 3X Energy Drink de chez Établissement Casal, gare routière Cancan à Conakry. 3X Energy Drink, boisson à base de glucose, vitamines et sels minéraux. À boire en complément d'une alimentation normale lors d'un entraînement poussé ou d'une compétition. 3X Energy Drink, le relais de votre énergie. Les GG continuent sur Radio Espace avec les produits Diacifo International. Vitamilk, Yaourt Pasquale, Vive Soya, Suntana, Commando Energy Drink. Diacifo International, le mastodonte des produits alimentaires en Guinée. Contact 655 373 211 ou 656 666 000. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Avec Saloum Kamara à la réalisation, un grand merci à Mamoudou Kondé, le colosse du côté de la régie, mesdames et messieurs, Malisila, Mafata Sano, Lamine Sidibé, toute l'équipe de ce côté. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, 00224 657 39 13 13. Sinon, évidemment aussi, la nouveauté, vous le savez très bien, ça arrive chez nous, avant chez les autres. Vous scannez, voilà. Là, vous allez prendre votre téléphone, vous photographiez juste, et puis comme ça, vous allez tomber directement sur notre page Telegram. Et là, vous allez avoir la possibilité de suivre toutes les émissions de Radio Espace, d'Espace TV surtout, Espace TV, parce que c'est Espace TV qui a fait cette nouveauté, évidemment, avec Cela Média. Merci à vous tous qui nous rejoignez sur Radio Espace. Mesdames et messieurs, notre invité dans ce studio, la ville de Conakry, je le disais tantôt, est réputée pour son urbanisme anarchique, mais c'est le cas de presque toutes les villes guinéennes, il faut le dire. Les populations ont choisi de s'installer dans des anciens et nouveaux quartiers selon leur propre schéma. Celui de l'État n'ayant pas été donc suffisamment vulgarisé, quand même bien, il semble aujourd'hui caduque. La situation a été complexifiée au fil des ans et il est désormais difficile d'opérer un changement sans dommage. Le CNRD a promis donc de s'y mettre à travers le ministère de la Ville, de l'Aménagement du Territoire, mais avec quelle méthode et quels moyens? Évidemment, nous essayons de comprendre ce matin avec Alpha Bakarba. Il est le DGA donc de l'agence de rénovation urbaine. Il est avec nous ce matin, Jacques Liwalino. Alors, on a parlé de Kamayen. Je veux aussi vous interpeller par rapport à la Sigmadina.
Vous savez, même sous Alpha Condé, les opérations de démolition... Il vient de répondre à la question, en fait. Parce qu'il y a un auditeur qui a posé la question. Bref. Il a répondu à la question. Oui, il vient de répondre à la question tout de suite, là. Je ne sais pas. Vous n'étiez pas là, mais on est là pour qu'ils puissent les auditeurs, quand même. Le sens de la question. Les opérations de déguerpissement n'arrivent jamais là-bas. Dites-nous bien, est-ce que d'abord la SIG relève de votre direction et donc du département, et qu'est-ce qui est prévu d'être fait sur place? Alors, je dois me répéter. J'ai dit que la SIG Madina a été l'une des priorités de l'Agence nationale de rénovation urbaine. Nous y sommes allés. On a fait le constat de visu et nous avons tiré la conclusion qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dites sur la cité SIG Madina qui n'étaient pas tout à fait ça. La cité SIG Madina s'étend sur 26 hectares. 26 hectares, ce qu'on appelle cité. Mais ces 26 hectares n'appartiennent pas tous à l'État. Il y a la languette qui quitte la cour de l'école de Madina et qui remonte où vous avez des maisons curvées qui étaient destinées aux ouvriers de chantier. Cette cité-là, elle appartient exclusivement à l'État. À l'intérieur du quartier, il y a des maisons qui sont toujours gérées par le patrimoine bâti public, donc qui appartiennent à l'État. En revanche, il y a des familles qui ont épongé leurs dettes parce qu'il y avait des contrats de location-vente. Dès au départ, la SIG, c'est la société immobilière de Guinée créée par un Français qui était là. C'était le système de location-vente. Ils ont épongé leurs dettes. Donc c'est pour eux. Il y en a qui ont fait la moitié, il y en a qui ont fait une proportion. Tous ces cas doivent être étudiés avec vraiment tact. Et c'est pour cette raison que l'étude qui a été faite par un cabinet belgo-néerlandais nous a fourni le résultat. L'orientation stratégique de ce qui va être mis là-bas a été donnée. Nous avons signé un protocole d'entente avec un partenaire privé qui continue les études. Et après tout ça, on verra qu'est-ce qu'on va faire. Mais la première phase va concerner exclusivement la cité qui appartient exclusivement à l'État. Le reste, on verra progressivement par phase, parce que l'État aussi a le rôle régalien de moderniser sa ville, même si c'est privé. C'est privé. Et c'est pour cela que je vous parlerai par exemple de ce que nous envisageons pour les quartiers de Kaloum, où nous avons un projet ambitieux, un programme ambitieux. Là, vous avez affaire quand même. Nous sommes en train de travailler. Vous allez changer Boulbiné, Koronti, nous sommes en train de travailler avec les chefs de quartier, avec les représentants des jeunes et des femmes, le maire et toutes les communautés de Kaloum pour donner pour une nouvelle stratégie. Parce que si vous me permettez, aujourd'hui ce qui se passe, c'est que moi, Elhaj Bangoura, j'ai une concession ou deux. Monsieur Diallo, monsieur Camara, monsieur Hilal, il vient, il rachète, on leur dit que c'est 10 milliards, ils croient que c'est beaucoup d'argent, sauf qu'ils sont 50 ou 100 personnes derrière, on se partage $1 million, chacun a $2 000, $3 000, et puis en 2 semaines c'est terminé, ils se retrouvent dans la pauvreté sans concession. Et c'est ce qui se passe. Et ce qui se passe aussi, c'est que, il faut le dire honnêtement... Mais ce qui est bien aussi, mon cher Bar, excusez-moi de vous interrompre dessus, parce que je fais un documentaire, ici c'était ça le bonheur, du côté de Kaloum. Je l'ai suivi. J'ai rencontré cette dame qui est décédée, qui était maire de Kaloum à l'époque, et qui me faisait des confidences à l'époque, à dire on avait envisagé de venir, pas recaser, mais plutôt racheter, pas racheter. Pas racheter. Voilà. C'est ce projet qu'on continue. Ah ben d'accord. Parce que c'était une excellente initiative. Justement. On ne doit pas refaire la roue. Mais ça c'est bien ça. C'est une excellente initiative parce que j'en avais parlé avec elle à l'occasion du décès du vieux Selou. On s'était rencontrés à l'Abbé et on en avait parlé. Alors, nous avons expliqué le système. Le système aujourd'hui, c'est de changer ça. Ne revendez pas vos concessions. Il y a un schéma directeur dont on va évoquer tout à l'heure qui a été fait, un outil de planification qui désormais exige
cette partie, c'est les équipements publics, cette partie, c'est les résidences, cette autre partie, ainsi de suite. Ce schéma directeur est en cours de validation. Ce schéma directeur, c'est cela qu'on va respecter. L'État, le projet là va faire intervenir trois groupes de personnes. Oui. C'est l'État qui va réguler, qui va faire en sorte que les normes et la planification soient respectées. C'est l'autre côté, c'est le propriétaire qui va être partie intégrante du projet et qui va bénéficier, après je vous le dirai. Et puis il y a le promoteur privé. Le promoteur privé arrive avec son argent, le propriétaire a sa concession qui est là, qui a été construite peut-être par grand-papa et qui a son titre financier, c'est sa propriété. Ouais. Au lieu qu'on revende et qu'il parte habiter je ne sais où, ou qu'ils continuent à squatter l'immeuble dans lequel leurs grands-pères, leurs ancêtres les ont laissés, parce qu'il faut le dire clairement, si nous tous, nos villages sont lointains, ces gens-là, leur village, c'est là-bas. Eh oui. Donc il faut les aider à y rester et à y prospérer. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous voulons faire un concept qu'on appelle bail partagé. Vous avez la concession, l'investisseur a de l'argent, il vient construire en hauteur un R+10 conformément au schéma directeur, conformément aux normes de sécurité et de ce qui peut être là-bas, parce qu'il y a des lieux qui ne peuvent pas prendre R+10. Donc la Direction nationale de l'architecture, de la construction du logement sous la tutelle du ministère de l'Urbanisme s'occupe de cela. Et c'est pour cela l'importance du rôle de l'État entre les deux. Et donc si vous construisez un R+10, vous allez calculer, l'État va être là comme arbitre pour défendre les intérêts du citoyen, pour que le propriétaire puisse avoir un habitat décent et puis qu'il soit lui-même promoteur immobilier dans le Kaloum, parce qu'il est assis sur de l'or sans qu'il ne le sache. Si c'est R+10 et qu'il a R+2 ou R+3 pour lui, il a 6 appartements plus le commerce, il va prendre 1 ou 2 appartements pour y habiter. Tout le reste, il va faire en location, il va gagner au même titre que le promoteur qui va être là. Ça veut dire que il gagne à tous les coups de toute façon. On leur sort de la précarité, de la pauvreté, on leur offre un habitat décent, ils restent chez eux, dans leur village, là où leurs ancêtres ont défriché, et puis ils sont promoteurs immobiliers dans leur... Et ils ont un revenu permanent. C'est ça que l'État veut faire. Nous avons rencontré tous les chefs de quartier. Et croyez-moi, tous les chefs de quartier, tous les représentants des jeunes et des femmes sont partants à 100%. Et nous sommes en train de mettre en place une enquête. Mais quel mécanisme justement, pour ne pas qu'ils reviennent à chaque fois, parce que on sait bien que sa famille là, ça part dans tous les sens. Oui, généralement. Plusieurs personnes. Exact. Oui, justement, c'est pour cela. C'est pour cela que nous allons partir sur la base scientifique. L'Institut supérieur de l'architecture et de l'urbanisme va nous aider à faire une enquête préliminaire sur toute cette étendue pour recenser tous les habitants et tous les propriétaires, tous ceux qui se réclament propriétaires d'une concession. Nous allons consigner ça et nous allons gérer ça pour qu'on puisse savoir à travers cette enquête qu'est-ce qu'on fait de chez Elhaj Bangoura ou de Elhaj Kamara ou chez Elhaj Girassi. On va savoir exactement, parce que ce qui peut être vrai chez l'un peut ne pas l'être chez l'autre, et puis il y a des exigences. Par exemple, j'ai rencontré 2 familles. Une famille qui dit, moi, si on me donne les appartements, je ne peux pas y habiter parce que c'est trop de modernité et tout. En ce moment, qu'est-ce qu'on fait pour moi? Je lui dis simplement que tes appartements peuvent te servir à la banque pour lever les fonds, et l'État va subventionner pour avoir un terrain ailleurs, construire une grande cour, mais tu as tes appartements pour les faire louer et pour continuer à avoir des revenus mensuels permanents. Nous sommes pris par le temps. Et l'autre ne veut pas sortir, on leur dit ok, vous restez là et puis le reste vous faites louer. C'est un programme long, mais il faut commencer quelque part. Ça en vaut la Madame peine. Aminata avait pensé à ça.
Dieu l'a reprise, paix à son âme. Nous allons continuer en tant que ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Elle était visionnaire, cette dame. Quelqu'un d'autre viendra continuer si nous mettons des bonnes bases. Ouais. Alors, on va avancer, LG, si tu veux bien, parce que voilà, il reste encore 2 ou 3 thématiques avant d'aborder la politique. On n'a plus beaucoup de temps. Donc, je vais faire peut-être envoyer 2 questions en une. La première va porter sur cette construction qui s'est écroulée juste à côté de nous, qui a fait trembler ici nos murs. Exact. Jusqu'à présent, rien ne filtre en tant qu'information. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que à cette allure, si l'État ne communique pas avec ces différentes entités, vous verrez très peu de Guinéens qui oseront venir racheter ces logements sociaux dont on nous vante les mérites depuis quelque temps. Ça, c'est un. Deuxièmement, où est-ce qu'on en est avec la cité ministérielle? Comment est structuré ce projet? Parce qu'on dit beaucoup de choses aujourd'hui. Et après le dernier scandale qui a éclaté autour de la réfection de la résidence annoncée des PM, on est en droit de se demander comment la cité ministérielle est structurée aujourd'hui. On avait vu l'entreprise de KPC en lead. Aujourd'hui, on voit d'autres entreprises. Qu'est-ce qui s'y passe? Ouais. Très bien, Mohamed. Bon, pour les logements sociaux, vous avez reçu ici l'un des spécialistes. En l'occurrence le directeur général adjoint de l'Agifil, M. Karimba. Les logements sociaux, c'est une politique, un programme présidentiel. On en a parlé pendant longtemps. On a créé Agifil, je pense en 2019, mais pratiquement, il faut le dire, rien n'a été fait concrètement. C'est en 2022 que le président qui s'en est occupé personnellement est venu au ministère, rencontrer le ministre d'alors, Ousmane Gawal, et a demandé tout de suite que le budget national de développement débloque de l'argent pour aménager et viabiliser 64 hectares dans le Conakry et dans les régions, je pense Kindia, Mamou, Kankan et Zirekore, pour commencer des projets pilotes. C'est dans ce cadre, c'est ce financement-là, c'est cet acte du président du CNRD qui a débloqué la situation et a lancé le projet. Ça, c'est en 2022. En moins de 2 ans, dans la lettre de mission assignée au ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, l'un des points clés, c'était de demander au ministère de faire en sorte que le processus soit maîtrisé, du voici le foncier jusqu'à la gestion de la copropriété. Ça, cette lettre de mission, la respectant et la mettant en œuvre, l'Agifil a mis en œuvre ce projet pilote et le premier lot a été rendu le 18 janvier dernier. Ces constructions donc continuent. À partir du moment où le projet pilote, le processus est compris, il y a eu des imperfections, les leçons ont été tirées. Les grandes gueules. Et puis nous avançons maintenant, désormais, à partir de maintenant, dans la production, production en masse des logements sociaux. Parlant de ces imperfections, qu'est-ce qui se passe avec ce bâtiment? Ces bâtiments qui se sont écroulés. Je voudrais d'abord que vous me permettiez de présenter mes condoléances aux familles de nos compatriotes qui sont décédés ici. Et dire à ces familles que le gouvernement, le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, l'Agifil qui porte le projet, que nous tous, nous partageons leur chagrin. C'est que nous avons appris cet accident au moment où nous étions en réunion. Tout de suite, la réunion a été interrompue. Et la consigne, les instructions que nous avons reçues du ministre, c'est que nous venons nous occuper d'abord des vies humaines. Les équipes d'Agifil que je salue ici, à travers leur directrice, se sont déployés. Ils ont passé ici près de 72 heures. Matin, midi, soir, même la nuit, ils étaient là. Ils n'ont pas quitté. Ils se sont relayés ici pour s'occuper des vies humaines, de sécuriser les lieux. Malheureusement, il y a eu ces décès. Les accidents, ça arrive partout. Moi, j'ai vécu aux Pays-Bas, un pays qu'on dit très développé.
mais il y a eu toujours des accidents sur les chantiers. Des accidents de ce genre. Il n'y a qu'à voir un immeuble qui s'écroule en pleine construction. Oui, mais en pleine construction, Monsieur Guirassy peut vous parler, par exemple, non, monsieur Ba, ailleurs, quand ça arrive, je vais vous dire ce qui se passe maintenant. Monsieur Ba, s'il vous plaît. Vous avez attendu des résultats. Je vais vous donner un exemple. Oui. Récemment, je le répétais ici dans une émission, il y a un promoteur immobilier du côté de la Turquie qui avait été condamné à plus de 20 ans de prison parce qu'il avait subi les mêmes cas. Est-ce que le contrôle de qualité, le contrôle de suivi des travaux était effectif? Si ça n'a pas été le cas, il faut quand même situer des responsabilités. Est-ce qu'il y a eu un rapport? Qu'est-ce qu'il dit? Les rapports disent quoi? Qui a fait quoi? Qui est responsable de quoi? Tout en précisant que je ne suis pas très impliqué parce que pas responsable de l'Agifil, ils viendront expliquer tout ça. Moi, je vais vous dire ce qui se passe au niveau ministère et des informations que j'ai. Il y a eu une commission de crise qui a été mise en place tout de suite par monsieur le ministre. Sauf que rien ne se passe. Je vais vous dire, tout ça se passe. Mais non, pas du tout. Il y a cette commission a recommandé, sous les instructions du Premier ministre, qu'il y ait un comité technique pour venir enquêter sur les causes et sur ce qui se passe. C'est quelle entreprise qui exécutait les travaux? Je ne sais pas, je pense que c'est... Non, je ne me rappelle pas de l'entreprise. C'est MAC, je pense que c'est MAC. Ouais. Ok, donc aujourd'hui, les enquêtes sont en cours. Et vous savez que ces enquêtes ne peuvent pas se passer en une journée, en un mois ou en 2 mois. Ces enquêtes peuvent prendre du temps et je vous promets que dès que les résultats de ces enquêtes-là ont lieu, et c'est un comité technique indépendant qui est sur les lieux... Il faut qu'on ramène l'Agifil ici dans ce studio. Vous ne pensez pas que ça traînait combien de mois déjà? Non, ça s'est passé il y a quelques temps. Il y a des Guinéens qui ont perdu la vie, par exemple. Maintenant, les familles attendent de savoir ce qui s'est réellement passé. Madame Hierro, et vous ne pensez pas que ça peut jeter du discrédit sur le reste des réalisations qui vont être faites? C'est justement pour cela que nous devons faire du très sérieux dans ces enquêtes-là pour que les résultats sortent et que les responsabilités individuelles et collectives soient situées et que des mesures soient prises, y compris mesures judiciaires. Mais on ne peut pas à l'avance dire tel ou tel autre a fauté. C'est ce que je pense d'ailleurs que dès demain, nos rédactions vont entrer en contact avec l'Agifil. Il faut que la directrice générale nous dise où on en est aujourd'hui quant à ces enquêtes-là. C'est le minimum. Allons plutôt sur la question de, parce que vous n'êtes pas le répondant attitré de l'Agifil, mais allons sur la question de la cité ministérielle. Qu'est-ce qui s'y passe? La cité ministérielle. On démolit, on rebâtit, et le président lui-même arrive, il dit bon ça ne me plaît pas, on casse des choses à l'intérieur. Qu'est-ce qui s'y passe? Est-ce qu'on est en train de tout faire en marbre et en or ou bien c'est quoi? Ça traîne. La cité ministérielle, c'est un projet phare de cette transition, il faut le dire. La cité c'est normal. C'est la cité des ministres, bien sûr. Mais les logements sociaux, eux, ils sont en train de s'écouler en pleine construction. C'est normal. C'est la construction d'une trentaine de villas destinées à nos ministres. Pas simplement les ministres actuels, à tous les ministres de la République qui se succéderont. Et ça, c'est dans le cadre de la récupération et de la valorisation des domaines spoliés de l'État. Il y avait là beaucoup de gens qui y habitaient frauduleusement. L'État a pris la sage décision de venir récupérer ce domaine et d'y construire des villas de standing pour nos ministres, pour la représentation. On va parler politique maintenant parce qu'on est pris par le temps malheureusement. C'est que ces villas... On avait une seule entreprise, maintenant il y en a d'autres. Qu'est-ce qui s'y passe? Et est-ce qu'on est dans les délais? Il y a une seule entreprise contractante qui se démène comme un fou. Vous avez parlé de lui, c'est Guico Presse KPC, qui se démène comme un fou pour livrer ces bâtiments-là. D'ici la fin de l'année, ces bâtiments seront livrés. Justement. Monsieur, c'est pas le 2 octobre que ce sera livré? Je vous ai dit que d'ici la fin de l'année, le 2 octobre sera dedans. Mais je vous dis que d'ici la fin de l'année, cette trentaine de villas va être livrée et les ministres vont y habiter. Et les autres entreprises que vous voyez là-bas, c'est que l'entreprise contractante a sous-traité pour permettre aux autres PME aussi d'y travailler et de créer de la richesse partout pour ne pas que lui seul il prenne ça. Et ça, c'est à son initiative et il faut saluer ça. Voilà, mais non, attendez, Roby, on va pas passer comme ça, c'est pas possible. Parce que quand tu prends évidemment ce qui se passe là du côté de Camayen, les gens se dénoncent déjà en ce qui concerne la garantie, parce qu'il y a des fissures quand même, mon cher ami, de ce côté-là. Et j'ai interpellé KPC personnellement là-dessus. Ce qu'il m'a dit, j'étais un peu
perplexe en ce qui concerne la réponse, justement. La perfection, elle est divine. Mais non, mais qu'est-ce que vous racontez? Je ne suis pas un technicien, mais vous croyez-moi, il y a un contrôle continu sur ce chantier. Ce chantier, il y a un contrôle continu, l'œil du président dessus, l'œil du ministre dessus. Demain, je ne le souhaite pas, je ne suis pas un ange de malheur. Je ne suis pas un ange de malheur, Mohamed. Mais je vous assure, si demain il y aura un accident là-bas, je peux t'assurer, dans le moment où c'est une cité ministérielle, il n'y aura pas de problème. Sur cette cité, il y a des fissures. Non, mais comment ça, non? Tout est réglé. Ah, tout est réglé. Vous admettez qu'il y avait des fissures? Moi, je ne l'ai pas vu. Je dis que... Mais on l'a vu au Camboiro. Les uns et les autres sont sur ces chantiers-là. Le contrôle est continu. L'inspection générale de notre ministère, le service de la DACLO, la direction de la construction du logement, la conseillère à la construction et même des éléments de la présidence viennent là-bas quotidiennement. Mais c'est pas une garantie, ça. Les gens de la présidence. Comment ça, c'est une garantie? C'est une garantie. Si déjà ils sont dans les combines, les gens de la présidence. Il n'y a pas de combine là. Mais ça, c'est ce qui vous dit. Mais justement. Il y a pas de cabinet. Justement, je voulais en venir. Il y a des techniciens qui doivent suivre ce genre de travail. Il y a un cabinet qui a été recruté, mais cela n'exclut pas que le ministère joue son rôle régalien de contrôler. Tu sais, ce qui m'étonne. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là, que je vous annonce. Tu sais ce qui m'étonne dans tout ça? Monsieur Mara. C'est un ancien de l'UFDG qui est en train en ce moment mais de défendre. Tu vas pas. Non, mais c'est important. Il faut que je finisse. Oui, mais c'est quand même. On va revenir sur la politique. Mais laisse-moi poser ma question. Il faudrait bien. Laisse-moi d'abord. Oui, même la cravate a changé de couleur. D'accord. Donc il faudrait bien. Oui, mais j'ai vraiment envie de lui poser la question. Il n'y a pas de problème. Oui, d'accord. Tu vas poser ta question, mais vas-y, Roby. Laisse-moi un peu rester dans le domaine. C'est vrai que vous parlez de ballet, de personnalité. On a vu même Bill de Sam venir se faire filmer, tout ça c'est beau, je sais même pas ce qu'il est venu. Oui, justement. Le technicien, c'est pas eux dessus. C'est pas un technicien. C'est là où je veux parler de propagande et de campagne. Les grandes gueules. Bien. C'est pas son domaine. Roby, question. Ma question. Oui. S'il y habite. Ma question est celle-ci. Aujourd'hui, je vais poser une question très contemporaine, monsieur Ba. Les aléas climatiques nous conduisent à la réflexion plus poussée. Aujourd'hui, les normes de construction obéissent à des techniques vraiment pointues. Normes antisismiques, etc., etc. On prévoit tout, en fait, parce que nous sommes quand même face à un changement climatique et dans une zone à risque. Dans une zone à risque. Ouais. D'où la question de la mine, l'interrogation de la mine, l'inquiétude. Si un bâtiment commence à se fissurer pendant la construction, c'est inquiétant. Deuxièmement, si un immeuble s'effondre en pleine construction, c'est inquiétant. Si les particuliers qui construisent des maisons de gauche à droite, on a vu, je pense qu'en moins de 2 ans, c'est le 5e immeuble qui s'effondre à Conakry en pleine construction. Ça pose des questions sur les normes de construction. Ouais. Est-ce que le suivi est effectif? Deuxièmement, est-ce que tous les plans antisismiques, etc., est-ce que tout ça c'est vérifié? Moi, je crois pas du tout. Ça demande beaucoup de moyens. Au cas où je ne le souhaite pas, au cas où il y a ça, Conakry va disparaître. Sur les normes. Nous avons une direction qui s'appelle Direction nationale de l'architecture, de la construction et du logement, qui s'occupe de tout ce qui est normativité. Ça, croyez-moi, les équipes travaillent nuit et jour pour cela. Il y a l'inspection. Aujourd'hui, au même moment où nous sommes en train de parler, il y a des équipes... Permettez-moi, la question n'est pas de travailler nuit et jour. Oui. La question est quoi? La question est que si même les promoteurs privés, vous voyez quelqu'un qui veut construire un immeuble, qui va déclarer... Je suis en train de vous expliquer des choses. Oui, mais laissez-moi d'abord poser la question. Donnez-moi juste quelques temps. Moi, je suis un promoteur immobilier privé. J'ai un terrain. Je déclare au ministère de l'urbanisme que sur ce terrain, je veux construire un immeuble de 3 niveaux. Donc cela veut dire que mon sous-sol obéit à un immeuble de 3 niveaux. Vous validez. Et après, 2-3 ans après, je commence à monter. Très bien. Je suis à 7, je suis à 10. Et en complicité avec le ministère de l'urbanisme, on me laisse faire la mine. Et 3 ans après, ça s'écroule. On vient dire oui, mais bon, permettez-moi de présenter mes condoléances aux familles éplorées. Ce sont des accidents. Le travail se fait jour et nuit.
et voilà, on se tait et c'est bon. Permettez-moi maintenant de reprendre. Ton invité, c'est lui, mon cher Roby. Roby, regarde-le. Maintenant, les grandes gueules. D'accord, vas-y. Très bien. Le lundi dernier, oui, à l'issue du conseil de cabinet, il y avait des contrôles avant. Mais la décision a été prise pour que, dans le Grand Conakry, qu'il y ait le recensement de tous les bâtiments à étage, privés ou publics. Les directeurs communaux sont en train actuellement de sillonner Ratoma parce qu'on a commencé par on a fait les grandes gueules. On est en train de le faire à Ratoma. Bien. Au moment même où nous sommes en train de parler. On va te bref. Cette question, je vais vous dire. Vous savez qu'au bas-fond de Kobaya, il y a des R+4. Je vais vous dire ce qu'il y a. Et la norme, c'est pas c'est deux niveaux. Il y a pire. Dès qu'on a commencé le recensement, nous avons constaté beaucoup d'autres choses pire que ce que vous venez de dire. Voilà. Il y a eu, oui, il faut être honnête, de reconnaître les choses. Bien. Vous allez voir un bâtiment où c'est un privé, un citoyen guinéen qui critique l'État, qui fait ceci ou cela. Sur son tableau, où il met la plaque, où il met le numéro de permis de construire, on vient prendre ce numéro de permis de construire. On a, par exemple, je vous cite 2 chantiers que je ne vais pas situer à Conakry. Le premier numéro de permis de construire, lorsque nos services ont vérifié le numéro de construire qui est à Kipé, on s'est retrouvé que c'est un numéro de permis de construire d'un bâtiment qui est à Kamayenne. Le deuxième chantier, nous avons vérifié le numéro de permis de construire sur la plaque. Nous nous sommes rendus compte que c'est le permis de construire d'une de nos stars de football, que je vais taire le nom ici, qui est vers Koléa et qui a déjà construit il y a une dizaine d'années. On sait. Vous comprenez? Bah oui. Donc, vous voyez que les citoyens eux-mêmes sont dans ce problème-là. Vous avez évoqué tout à l'heure des gens qui viennent prendre un permis de construire de R+3 et qui continuent, et même si l'ingénieur le dit... On va parler politique maintenant, mon cher ami, parce qu'on est pris par le temps, malheureusement. Une vaste campagne mon cher ami actuellement à Conakry et qui va continuer à l'intérieur. C'est bien. Pour on vous a à l'œil, on vous a à l'œil, mon cher ami. On vous a à l'œil, on vous a à l'œil, on vous a à l'œil. Allez-y, Mohamed Mara. Voilà, vous allez appuyer le micro. Voilà. D'abord, cette observation, j'aimerais quand même attirer particulièrement l'attention du département sur le cas des immeubles à usage d'école, surtout écoles privées. Parce que là, c'est sensible. Et vous verrez aujourd'hui des bâtiments qui sont construits, des R+3, des R+4. Je me demande d'ailleurs comment on peut construire à autant de niveaux. On dit que c'est des écoles qui abritent des enfants. Et on met par exemple des grillages ou des antivols jusqu'au dernier étage. Les escaliers sont exigus. Et Dieu seul sait, est-ce que les soubassements et toutes les structures répondent aux normes. Cette campagne de recensement et d'identification, de tous les bâtiments à étage. On n'a que 5 minutes, les gars. Voilà, alors, je le disais tout à l'heure, comment est-ce que un membre de l'UFDG ou peut-être un ancien membre de l'UFDG en arrive-t-il quand même à être un soutien de poids, de taille, aussi bien assumé, mais aussi que dans l'ombre du CNRD? Tu dis ancien. Il s'est retiré de la politique, mais est-il membre? Écoutez, moi, je vais vous répondre naturellement. J'ai dit membre ou peut-être ancien. Et je maintiens. Je vais vous répondre très naturellement. Je maintiens. C'est dans ce studio que je suis venu dire au monde entier ma décision de mettre entre parenthèses mon activisme politique. Et c'est en mars, c'est-à-dire 6 mois avant l'avènement du CNRD. On ne va pas au moins à ce niveau me parler d'opportunisme parce que j'avais fait déjà ça. Mais à l'époque déjà, on me sentait déjà proche du RPG. Et j'ai expliqué les raisons qui m'ont amené à prendre cette décision qui était très difficile à prendre. Et j'ai expliqué comment je me suis séparé avec mon frère, le président Cellou Dalein Diallo, à qui je rends un grand hommage ici. Donc, je me suis séparé de l'UFDG, en tout cas, je l'ai dit momentanément, et je me suis occupé d'autres choses. Et je dis, à l'arrivée du colonel Mamadi Doumbouya, il a tous les services, il s'est renseigné, il connaît les uns et les autres, il m'a rencontré. Et tout de suite, ça fait un clic. Nous sommes devenus des amis. J'ai des témoins. Et d'ailleurs, c'est le lieu pour moi
de remercier et d'exprimer mon infinie gratitude à ce monsieur, ce grand frère qui se reconnaîtra, qui, sans même me demander, a entendu parler des gens qu'on était en train de chercher, des gens qui sont bien. Il m'a pris et il est allé me présenter au colonel. Est-ce que c'est pas Ousmane Gawal Diallo? Oh là là. Moi, j'ai rencontré le colonel avant Ousmane Gawal Diallo. D'accord. Mais est-ce que Ousmane Gawal Diallo, à un moment ou à un autre, n'a pas contribué quand même à votre soudaine ascension au sein des équipes du CNRD? Parce qu'on sait qu'Ousmane Gawal Diallo a parrainé quand même les nominations, pas mal de nominations. Est-ce que vous en faites partie? Je voudrais le féliciter ici. Quand il est arrivé au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, il a effectivement poussé la nomination de beaucoup de jeunes, beaucoup de cadres, sans regarder d'où tu venais, quelle était ton obédience politique. Et c'est ça le CNRD. C'est sûr que si on regarde... Mais il a beaucoup fait pour des militants et d'anciens militants de l'UFDG quand même. Il était plus proche de ces gens-là aussi. Lorsque vous êtes en position, vous pensez d'abord à votre entourage rapidement et puis avant de voir... Je viens à ce moment, mais ma question n'est pas répondue. Est-ce que pour vous, il y a contribué? Ce second pan-là, on va revenir là-dessus parce que je vais vous demander, est-ce que ce n'est pas une opération? Pour moi... Non, ça n'a pas répondu. Pour lui-même. C'était lui le ministre. Il a dit momentanément. C'était lui le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat et qui m'a proposé pour être directeur général adjoint et que le président a approuvé pour... Voilà qui est simplement dit alors. Alors revenons au second part de votre discours. Et Ousmane Gawal a préféré, il a puisé avec le président. Monsieur Ba, vous entendez bien ma question? Ousmane Gawal Diallo a puisé, il n'est pas Ba, il est Diallo, et il a puisé quand même dans son entourage immédiat. Curieusement, qui est quand même l'UFDG. Vous n'allez pas nous le cacher. Est-ce que dans cette croisade, j'ai envie de dire aujourd'hui, qu'il est en train de mener pour récupérer l'UFDG, est-ce que vous êtes l'un des soutiens? Honnêtement. Permettez-moi de bien répondre à cette question. Je ne suis pas un valet d'Ousmane, je ne suis pas son porte-parole. J'ai dit soutien. Et je ne suis pas dans son groupe ou quoi que ce soit dans un combat contre quiconque. J'ai pris ma pause. Le fonctionnement de l'UFDG depuis mars jusqu'à maintenant, jusqu'à après-demain, je n'en parle pas. Ça ne m'intéresse pas trop. Parce que je n'en suis pas un membre actif aujourd'hui. Ce qui s'y passe entre Ousmane Gawal, Cellou Dalein ou comment le leadership de tout ça, ça concerne les militants responsables et ceux qui sont de l'UFDG et ceux qui s'intéressent. Vous n'êtes qu'en congé. Au leadership de l'UFDG. Mais vous n'êtes qu'en congé. Maintenant, forcément, l'avenir du parti vous intéresse. Ceci dit, vous n'êtes qu'en congé. Écoutez-moi, ceci dit, en tant que citoyen de ce pays qui s'est battu, qui a consacré près de 15 ans de sa vie dans la lutte au sein de ces partis politiques, je vois ce que vous dites, les velléités d'Ousmane à l'UFDG, je vois cela au-delà de l'UFDG. Je vois cela comme une opportunité pour nous jeunes et les intellectuels et les citoyens guinéens pour ouvrir et maintenir et mener le débat de l'alternance au sein des partis politiques. Et ce débat, personnellement, je le soutiens. Depuis 1990, nous avons des partis politiques, RPG, UPR, UFDG et UFR, tous ces grands partis politiques. On n'a que le président fondateur, on n'a que des présidents qui sont presque les propriétaires du parti. Le parti est identifiable à son leader. Moi, je dis que ce n'est pas un crime d'ouvrir ce débat et de le mener sereinement. Donc vous êtes d'accord avec Gawal là-dessus? Je suis d'accord avec le débat. Ok. Le débat. Ce qu'ils vont faire entre eux là-bas, je dis que ça ne m'intéresse pas. Mais ça ne m'intéresse pas. Mais est-ce que là où nous sommes, vous savez quand est-ce que vous allez revenir à l'UFDG? À la décharge de l'UFDG, c'est le parti quand même, parmi les grands partis, qui a fait ici, organisé ici des congrès. En 2007-2008, à l'arrivée de Cellou Dalein, en 2015, il y a eu un congrès. En 2020, il n'y a pas eu de congrès. Il n'y a pas eu de congrès. Il y avait des raisons de Covid et tout ça. Mais il faut qu'il y ait un congrès. Voilà, exactement.
que dans ces partis politiques. Ce sont des réunions de désignation, ce n'est pas des congrès. Dès que tu lèves la main et tu dis que je veux être leader, qu'on te coupe la tête. Voilà. Allez, Madame Yo, dernière question. Est-ce que vous avez senti cela, par exemple, dès que les jeunes, on sent qu'il n'y a pas généralement de voix dissonantes, c'est le sommet, ce culte de personnalité qu'on fait le plus souvent. Vous avez senti cela au sein de l'UFDG? Au fait, moi j'ai été l'un des plus proches collaborateurs de Cellou Dalein Diallo. Croyez-moi. Aujourd'hui, vous me poussez à parler du fonctionnement. Je dis, Cellou Dalein n'a aucune crainte à continuer à être président de ce parti. S'il y a congrès aujourd'hui, je suis sûr qu'il gagnera. Avec un débat, un vrai congrès. Bien sûr. Pas les congrès comme vous le faisiez avant. Ousmane Gawal, les réunions de désignation. Oui, mais c'est normal. C'est normal. Si j'étais à l'intérieur de l'UFDG aujourd'hui, j'allais postuler ma candidature parce que j'en ai l'âge, j'en ai l'expérience et je suis fort de mon expérience et je sais que je peux être leader de l'UFDG. Et pourtant, vous êtes sûr que Cellou peut l'emporter? Oui. Va l'emporter? Oui, mais parce que aujourd'hui, eu égard au contexte actuel. Eu égard au contexte actuel. Mais le débat, il faut le mener. Il ne faut pas avoir peur. Mener le débat, c'est très important, évidemment. Pour l'alternance, vous avez vu ce qui s'est passé au RPG la fois dernière, où le courageux Souleymane Douno dit il faut penser à un nouveau leadership, on lui coupe la tête. À l'UFR, depuis 23 ans, on n'a qu'un seul leader. Allons-nous continuer comme ça à attendre? Non, mais justement, non, il n'est même pas fondateur. Là-bas, c'est un président fondateur. Il faut mener ce débat. Si vous voulez conclure, je voudrais dire quelque chose ici. Allez, ça sera à la fin, dans un instant, mon cher ami. J'entends souvent dire que le CNRD s'occupe de l'inauguration des projets en lieu et place de faire de l'élection, programmer l'élection et le retour à l'ordre constitutionnel. Je dis aux uns et aux autres que la décision, elle est sage d'allier développement et démocratie. Et c'est pas eu le même discours, monsieur Alpha Bakar. Le même discours. Croyez-moi, ceux qui me connaissent à l'UFDG savent que je suis un homme de dialogue, un homme d'unité, un homme qui essaie de réconcilier les deux bouts à chaque fois, un homme qui essaie à chaque fois de trouver le juste milieu pour qu'on puisse dans l'unité et dans la paix, développer notre pays ensemble. Voilà, on va nous couper à la télévision. Allez. Monsieur Cellou Dalein Diallo, d'ailleurs, qui sur sa page écrit ceci: je condamne fermement la répression sanglante qui s'est abattue ces derniers jours sur des jeunes de Bofa qui protestent contre les coupures récurrentes d'eau, d'électricité dans leur commune. Il est habitué à ça. Je voudrais aussi. Vous êtes dans la même démarche présenter que lui, mes condoléances à toutes les familles éplorées les fois dernières où il y a eu des manifestations. Et ces jeunes, s'il n'y a pas eu de mort, heureusement, les blessés, je compatis. Ça continue, hein. Et je dis, faut régler le coup, je le répète, aucun Guinéen ne devrait mourir parce qu'il est pour ses opinions ou pour ses opinions. Bien. Aucun, et c'est condamnable. Bien. Il faut continuer à le condamner et les enquêtes doivent se faire pour retrouver ceux qui sont en train de tuer nos compatriotes. Ça, je le condamne fermement. Merci beaucoup à mon cher ami d'être passé ce matin chez nous. Dans un instant, le mur du jour. Radio Espace, Espace TV, les GG, le mur du jour. Oui, avec Aïssatou Sané qui nous a rejoint, évidemment, ma grande Sané. Rebonjour. Bonjour Lamine et rebonjour à tous. Alors ça s'est joué entre notre invité, M. Ba. Il a pris 3 murs, Ruby en a pris 2 et EDG également en a pris 3. EDG, ouais, forcément. Voilà. Allez, on a nos résultats. Hein. On a posé cette question évidemment ce matin aux auditeurs. Est-ce que l'invité a été convaincant? C'était la question qu'on a posée ce matin, évidemment. Ben là, le sondage est là. Hein. Oui, à 64%. Alpha Bakar Ba a-t-il réussi à vous convaincre? 64% des auditeurs ont dit oui. Et je ne vois pas le reste. Hein. 24% non. 24% ont voté non. Voilà. Et puis, au niveau des animateurs, hein, c'est bien cela. Voilà. Sur YouTube aussi, qu'est-ce qu'on a dit? Non, sur YouTube, c'est la même question qui revient. Est-ce que l'invité a été convaincant? 65% oui et 22% non. Voilà. Et on continue évidemment le sondage avec toujours
toujours. Si vous êtes prêt à la régie, oui, ça c'est pour Facebook. Alors, lequel parmi les chroniqueurs vous a convaincu aujourd'hui? 28% donc pour la mine, 31%. Donc Mara remporte la journée. Mara convaincu à 31% et 9% pour Jacques Lewa. 32% pour Dame Hierro, plutôt. C'est Dame Hierro qui a été plus convaincante. Ah ben oui. Non, il n'y a pas. La mine. Non, pas du tout. Non, la mine, il n'est pas chroniqueur. Je ne suis pas chroniqueur. Il n'est pas chroniqueur. On ne comprend pas vos votes. Mohamed. La CENI encore une fois. Non, pas du tout. Moi, je suis loin de la CENI, là, mais c'est pas possible. La CENI encore. Il est partie intégrante. Aujourd'hui. Non, il n'est pas chroniqueur. Non, il est partie intégrante de cette émission. Aujourd'hui, c'est l'avis des auditeurs. Donc, on n'y peut rien. Pour le dernier point. Aujourd'hui, ils ont fait une mise à jour de leur logiciel. Pour le dernier sondage, partie des sondages. De toute façon, ton micro est coupé. Ils ont fait une mise à jour de leur logiciel. Alors, la question, c'est toujours la même question qui revient. Donc, oui, la mine a convaincu à 23%. 23% également pour Mohamed Mara. Ruby a convaincu à 32% et puis Dame Hierro à 22%. Donc, ça varie en fonction du canal. Des plateformes. Exactement. Exact. Merci beaucoup, Aïssatou. Merci à vous tous, mesdames et messieurs. On a terminé ce matin. Merci à la régie, à Mafata Sano, à Lamine Sidibé et vous tous là-bas du côté de la régie. Saloum Kamara était là. Dans un instant, sur Espace TV, vous avez rendez-vous avec les dames. Évidemment, c'est Espace Conakry Midi, c'est ça. Conakry Midi. Et sur Radio Espace, c'est les infos avec la rédaction politique. Demain, vous allez retrouver Diba Milimono avec votre émission, le Before des GG. Prenez soin de vous. On se retrouve ce soir, justement, à 20h, avec Espace and Friends. Jeudi, sur Espace.